Bonjour Yves Hey, quoi, Jean-François. et bonjour tout le monde aussi. Alors on est en ligne pour une entrevue. C'est un immense plaisir pour moi d'être en compagnie d'Yves Sioui-Durand, dramaturge, metteur en scène, comédien, cinéaste, poète, activiste. La liste est quand même longue. Moi, je suis Jean-François Côté, je suis professeur au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal et je suis ici avec Yves pour une entrevue dans le cadre de la publication, en fait, de son livre, son dernier livre, ici, que je présente à l'écran rapidement. Donc, Okiowe Atisken, L'esprit des eaux, écrit théorique, poétique et polémique, qui est paru, aux presses de l'Université Laval, donc tu viens tout juste de paraître il y a quelques semaines aux presses de l'Université Laval, dans la collection Americana que j'ai le bonheur de diriger. Alors Yves, moi c'est ce projet-là de publication de tes écrits, du rassemblement en fait de 35 ans d'écrits euh, qui étaient dispersés dans toutes sortes de lieux de publication, en fait beaucoup dans des revues bien entendu, mais pas seulement dans des revues québécoises ou canadiennes, des revues même de l'extérieur. On a eu la chance de pouvoir rassembler tout ça dans un livre qui rend maintenant disponible donc des écrits qui ont jalonné ton parcours en fait en tant que je pense en premier lieu que dramaturge, mais aussi en tant que donc créateur en général, artiste autochtone. Puis je pense que pour les gens, j'ai l'impression que ça se passe de présentation un peu parce que, bon, Yves Sioui-Durand, c'est quand même une figure reconnue, disons, du monde artistique autochtone, quelqu'un qui a fait sa marque à travers, évidemment, l'expérience d'Ondinoc, du théâtre Ondinoc, qui a cofondé avec Catherine Jonca et feu John Blondin, on doit le dire, parce que lui est décédé. Donc, alors, je pense que tu passes de présentation d'une certaine façon, mais le livre, lui, par contre, il est tout nouveau. Puis il arrive comme ça dans l'univers, euh, disons, dans l'univers de l'édition, puis en particulier au salon, évidemment, du livre de Brenda Kay. Donc, on peut peut-être justement parler de ce livre-là. Euh, Puis moi, je dirais en premier, en fait, que quand on a commencé à parler de ce projet-là, moi, j'ai tout de suite saisi le fait que ce qui faisait la particularité, en fait, de ton travail, c'est son inscription dans l'univers autochtone continental. Puis quand on regarde la couverture du livre, c'est tout à fait cette image-là, c'est-à-dire qu'on a les trois Amériques, en fait, Amérique du Sud, Amérique centrale, Amérique du Nord, avec des masques donc qui proviennent justement de deux régions, en fait, donc de cultures autochtones, nord et sud. Et puis ça nous donne, j'ai l'impression, vraiment une très bonne idée de ton inspiration qui est l'autochtonie continentale. Oui. Merci, Jean-François. D'abord de m'avoir invité, d'abord m'avoir poussé à faire ce travail de recollection de tous ces textes-là et d'avoir proposé de faire un recueil de ces textes-là. Je pense que c'est assez important, pas seulement pour moi, pas parce que c'est moi qui est l'auteur au sens que ça s'adresse uniquement à ma démarche particulière, mais parce que c'est une espèce de portrait des 35 dernières années. Donc, une réflexion aussi sur l'art, puis une réflexion, comme tu dis, sur l'art qui nous relie à travers les trois Amériques, c'est qui relie les trois Amériques, en fait. Donc ça me semble extrêmement important et c'est un travail pas facile parce que de ton côté, et pour parler du tien, il a fallu quand même aller chercher toutes les permissions des différentes revues à travers le Québec, le monde. Il y en avait ailleurs aussi, comme tu dis. Et donc, ça, c'est un travail patient, un travail important, long, et aussi m'avoir poussé à reviser certains de ces textes parce qu'il y avait quand même des petites distorsions à certains moments donnés, Oui. puisque certains de ces textes-là étaient des entrevues que j'avais données à des observateurs de la scène théâtrale de Montréal ou des spécialistes
de différentes questions. Donc, merci, Nyawangowa, pour ça, pour ta patience, ta fidélité comment je te dirais ça, oui, tu m'as aidé véritablement à me concentrer sur moi-même, ce qui n'est pas, c'est quelque chose que Ouais, j'aborde, que, tu sais, qui est très difficile pour moi parce que je suis quelqu'un oui, qui aime pas ça, qui aime pas trop, comment je dirais ça, qui se complaît pas dans le ah, narcissisme et le ouais, regard sur soi. Tu sais. Donc, ouais, ça a été, ouais, merci. Donc, ça a ouais. été un travail important pour moi de pouvoir de devoir me relire et de reprendre contact avec tout ce que j'avais écrit au cours des 35 dernières années. Ouais. En Voilà. fait, ce qui est frappant, moi, évidemment, c'est ton parcours, mais dans ça se réfléchit, en fait, un parcours qu'on peut, je pense, étendre beaucoup plus largement. C'est ça qui faisait l'intérêt, je pense, évidemment, du livre. S'il y a quelque chose à dire de ce livre-là, c'est qu'il est vraiment pas narcissique ou auto-centré, parce qu'il réfléchit toute une condition, en fait, la condition en particulier de l'artiste autochtone aujourd'hui. C'est ça qui faisait en sorte, qui rendait important ce projet-là à mes yeux. Parce que justement, on a besoin de voir non seulement la présence autochtone en ce moment, mais aussi le fait que là, on est en présence d'écrits qui datent, les premiers datent de 1984, les premiers textes datent de 1984, donc on voit que ça fait quand même longtemps que que ton parcours s'inscrit en fait dans le contexte de la création artistique québécoise en général. Puis ça, ben c'est pas nécessairement toujours bien reconnu. Alors ça commence à l'être peut-être un peu plus aujourd'hui, mais moi entre autres, je trouvais ça important justement pour ça, pour une question de reconnaissance d'une contribution artistique qui est vraiment large et profonde sur ce plan-là. Puis donc, c'était tout désigné d'avoir un livre qui pouvait mettre ça ensemble, en fait. Là. Oui, ben, puisqu'on en est là, juste peut-être rappeler, parce que tu dis je suis connu, mais pas tant que ça dans le fond, juste C'est dire aux peut-être gens que peut-être un au niveau biais. des auditeurs qui sont là, qui écoutent présentement la conversation, qui je suis vraiment, parce que voilà, moi je suis un homme de théâtre et quelqu'un j'ai fondé, comme tu disais tout à l'heure, la compagnie de théâtre Ondinoc, qui est un mot Wendat, un mot très ancien et qui m'a beaucoup guidé à travers toute ma démarche Peut- artistique au cours Peut-être, des... juste, peut-être tu peux justement donner la signification de ce mot-là, Ondinoc, là, Oui, qui est le nom de la compagnie, parce que c'est très éclairant, à mon avis. oui, ben donc c'est ça, tu vois, le mot Hondinoc ou Hodino, parce que c'est peut-être le vrai mot, là, parce que moi, j'étais à la recherche, tu sais, quand en 84, 85, quand on a fondé la compagnie de théâtre autochtone Hondinoc, j'étais à la recherche d'un mot. Et bon, à l'époque, il n'y avait pas, tu sais, la langue aujourd'hui est en promotion au sein de la communauté. Il y a une résurgence, un intérêt qui s'est créé au cours des années. Et Tout à fait. enfin aujourd'hui, il y a un enseignement, il y a de la recherche, beaucoup de monde s'y intéresse. Mais à l'époque, en 84, écoutez, on était très loin de ça. Il y avait juste quelques personnes comme Georges Siwy ou d'autres qui s'intéressaient à la langue à l'époque. Et c'était très difficile de trouver des liens pour nous expliquer les anciens concepts qui fondent la culture Wendat iroquoienne. Et donc, ondino, c'est un très vieux mot qui, moi, j'avais trouvé ça dans les relations des Jésuites, je me souviens plus en quelle année, là, 1636 ou 1640, 42, dans une des descriptions que les Jésuites font de la spiritualité autochtone, hein, la spiritualité Wendat. Et donc, ce mot-là, les Jésuites l'interprétaient d'ailleurs, il l'avait mal écrit. Parfois, il l'écrivait avec un seul N, deux fois avec deux N, O-N, D-I-N, N-O-K. Alors que c'est le vrai mot, vu que c'était, hein, les autres, ils entendaient, hein, c'était culture orale, donc il n'y avait pas d'écriture de ce mot-là. Donc, ils l'ont perverti beaucoup. En fait, le mot Hodinok ou Hodino ou Hodino, parfois, tu vois, certains du côté anglophone, on va l'écrire H-A-U-D-E-N-A-U, mais c'est tout le temps le même mot. Donc, c'est Odino. Odino veut dire, les Jésuites l'interprétaient comme le secret caché de l'âme. Euh,
En fait, c'est beaucoup plus riche que ça. Oui, il s'agit de quelque chose de caché, mais il s'agit de quelque chose qui appartenait aussi au désir qui pouvait rendre les personnes malades. C'est-à-dire, tu désires quelque chose, tu n'es pas capable d'obtenir, ça peut créer des problèmes de personnalité et tout ça. Et donc, à cette époque-là, à l'époque précolombienne, les Wendat, comme les Iroquois en général, avaient un théâtre de guérison qu'on appelle aujourd'hui faux visage ou false face. Et ce théâtre de masque intervenait dans la guérison des personnes ou des collectivités. Et donc, c'est à partir de là que on a pris ce nom-là pour, excusez-moi, pour la compagnie. Mais c'est peu à peu, avec les années, que j'ai découvert la profondeur de ce mot-là. Alors, contrairement à ce qu'on pense choisir quelque chose, mais finalement, on est choisi par quelque chose. Et dans mon cas, ce mot me reliait avec la culture profonde de mon peuple. Ouais. Et voilà, c'était aussi, comment je te dirais ça, au niveau du théâtre qu'on a cherché à faire, ça a été comme un guide. C'est devenu quelque chose, un concept, si tu veux. Voilà, un symbole. Ouais. Oui, très, très, très marqueur, tu sais, on dit à la fin, tu sais, à la fin de tout mon parcours, je pourrais dire, après 30 ans, tu sais, faire Ondino. Faire Ondino, c'était très important, tu sais, on va en parler probablement plus tard. Mais tu vois, la confédération des anciens Iroquois, et toujours aujourd'hui, s'appelle Haudenosaunee. Ouais. Haudeno. Donc, c'est très, très. Il y aurait beaucoup, beaucoup de recherches à faire encore pour vraiment éclairer en profondeur quels archétypes profonds sont derrière ce mot-là. Oui, tout à fait. En fait, ben, ça nous mène un peu justement comme une espèce d'introduction à, à un aspect qui est quand même très, très important dans le livre. Le livre, le sous-titre, c'est écrit théorique, poétique et polémique. Puis dans ce sens-là, évidemment, ce que tu viens de dire au sujet pour éclairer la signification de la compagnie Ondinoc, j'aurais envie de dire un tout petit passage de rien qui nous situe assez précisément dans le contexte justement du théâtre ou de l'appréhension spécifique puis l'inflexion que tu donnes à la création théâtrale dans le contexte d'Ondinoc. C'est un texte en fait qui s'intitule L'acteur et le metteur en scène, qui a été présenté dans une table ronde. Fait que c'est ça, on a accès aussi à des textes qui sont pratiquement introuvables aussi dans le livre. Là. Puis je vais lire juste un très court passage, puis j'aimerais ça peut-être que tu le commentes par la suite. Alors, ça va comme suit. Le théâtre de Ondinoc révèle la culture amérindienne d'ici et d'ailleurs. Il s'agit d'un théâtre de recherche, de création, en quête d'un langage mythologique moderne, d'essence et de forme. Le théâtre mythologique moderne se veut d'abord un théâtre de la transformation. C'est la transformation perpétuelle de l'énergie visuelle et sonore sur scène, la transformation sans filet de l'acteur devant lui, la transformation subite ou brutale du corps de l'acteur. C'est la prétendue naïveté de cette transformation même qui est la richesse et la clé de l'acte théâtral. La mythologie est un métalangage qui nous parle des perceptions du corps et des constituantes de l'esprit humain. Fin de la citation, en fait. Donc, je pense que là, on est quand même pas mal dans le nœud de l'affaire. Oui, c'est ça. Mais en fait, voilà. Donc, moi, vous savez, il existe toutes sortes de théâtres, hein, toutes sortes de théâtralité, on pourrait dire, à travers le monde, particulièrement ici au Québec et au Canada. Donc, c'est sûr que moi, quand j'ai commencé au point de départ, là, la première œuvre que j'ai créée, j'ai jamais pensé que je ferais une carrière. J'ai jamais pensé que, tu sais, que j'ai jamais eu l'ambition de faire 35 ans de théâtre. C'était pas ça du tout. C'était vraiment une action, je dirais, de mise au monde de mon identité et de réaffirmation d'une spiritualité. Donc, ça s'appelait Le porteur des peines du monde.
J'ai fait ça dans un contexte, je vais situer ça parce que je vais répondre à ta question, ce qu'on vient de citer comme texte, là. Mais j'ai fait ça dans un contexte assez particulier. C'était en 84, donc c'était l'époque où on célébrait le 450e anniversaire de l'arrivée de Jacques Cartier, qui est le fondateur, dit-on, du Canada, tu sais, et la découverte, en tout cas du moins. Et voilà, donc les Autochtones s'étaient rencontrés parce qu'il y avait toutes sortes de célébrations à Québec, mais au lac de l'Age, en arrière de Québec, il y avait une rencontre de toutes les Autochtones. Il y avait 350 Autochtones qui se rencontraient dans le cadre des centres d'amitié autochtones du Québec. Et c'est là que j'ai fait ma première intervention, on pourrait dire un rituel théâtral de transformation. Très, très, très particulier, très fort, comme énonciation d'une théâtralité qui échappait au théâtre occidental. Et ça, c'était, c'est dès le début, il y avait déjà cette rupture au niveau, je dirais, au niveau du langage, au niveau de la proposition théâtrale. Le but était beaucoup plus, était moins de conter une histoire ou de divertir que de transformer notre perception, notre regard sur et avec, de participer à quelque chose, de participer à une action symbolique qui transforme les choses. Donc pour moi, dès le point de départ, ça a été le moment d'une transformation. Ça m'a permis de m'inscrire, de m'intégrer, de entrer dans la profondeur du monde autochtone parce que j'ai été, comme beaucoup d'Autochtones, comment je dirais ça, mis à l'écart, en exil de ma propre culture. Dans les années 50, dans ma communauté qui s'appelait à l'époque le village Huron, la culture était, comment je pourrais dire, il n'y avait pas une véritable transmission de la culture véritable du monde Wendat, du monde traditionnel Wendat. Il y avait plutôt eu une déconstruction, une assimilation et une folklorisation très, très importante. Et ça a duré un grand, grand bout de temps. Moi, je suis un pionnier. Donc, le théâtre, pour reprendre la citation que tu viens de faire, qui est très complexe parce que ça touche beaucoup de choses oui. simultanément. Oui. Donc, et très profonde aussi. Très profonde. Je parle de mythologie. On a évoqué tout à l'heure le mot ondino. Voilà. Donc, pour moi, le théâtre et le théâtre amérindien, le théâtre autochtone, ma quête personnelle, ma quête à travers ma compagnie, a été de me relier, d'essayer de me relier à la mythologie d'origine de mon peuple. Et pas seulement de mon peuple, je dirais des peuples autochtones d'une façon très large, à l'échelle des trois Amériques. Pourquoi? Parce que, d'abord, je pense que les frontières coloniales ont créé une abstraction, comment je dirais ça, ont réinterprété en niant les liens qu'il y avait dans le monde précolombien entre les diverses cultures autochtones à l'échelle des trois Amériques. Il est impossible de penser aujourd'hui que ces cultures précolombiennes qui ont été échafaudées sur des milliers d'années et qui ont vécu pendant des milliers d'années n'aient pas eu d'échanges, de contacts, de relations, même sur des distances géographiques extrêmement larges. Quand on parle de 1000 ans, on peut imaginer, ah ouais, bien si sûr. on fait une comparaison avec le monde dans lequel on est, qui est 500 ans, même si on a les technologies et toutes les facilités dues à l'évolution, c'est-à-dire au progrès technologique et industriel, et que le monde dans lequel on est présentement nous semble très petit parce qu'on se déplace très rapidement, il reste qu'à ces époques-là, les gens se déplaçaient, les concepts voyageaient, il y avait des échanges extrêmement importants, des influences culturelles extrêmement importantes. Donc, pour donner un exemple de ce que j'essaie de dire et pourquoi la mythologie est si importante, c'est que à travers les réseaux de la mythologie, on retrouve, et ça, c'est des grands chercheurs comme Lévi-Strauss et d'autres qui ont, à travers les mythologiques, par exemple, de Lévi-Strauss, où on voit les parentés entre le Nord et le Sud
ou des équivalences mythologiques ou des mythes qui ont voyagé et qui sont tout simplement inversés dans la façon de raconter, si tu veux, ou dans ce qu'ils mettent en scène, on voit que c'est des inversions entre le Nord et le Sud. Donc, on a une continuité mythique, mythologique, des fois des oppositions, mais beaucoup de continuité mythologique qui nous relie. Ça veut dire que c'est sur de très longues, ces très longues périodes de milliers d'années, il y a eu cette espèce de lien profond qui s'est créé dans la psyché du monde, des différentes civilisations autochtones entre elles. Pour aller un peu plus loin, puisque c'est très complexe, moi, à travers mon théâtre, je me suis intéressé au cours de toutes ces années, non seulement à ma culture autochtone, mais aux cultures autochtones en Ouais, mais général. je pense qu'il faut vraiment le souligner parce que, honnêtement, moi, je m'intéresse au théâtre autochtone à travers les Amériques et tout ça. Et très honnêtement, je n'ai jamais rencontré aucune compagnie théâtrale ou aucune aventure, en fait, de création théâtrale d'un bout à l'autre des Amériques qui se préoccupait justement de cette situation-là des Autochtones qu'on pourrait dire continentale, qui traversent les trois Amériques. Et ça, Ondinoc l'a fait. Donc, dans ce que tu dis, faut aussi l'appuyer par des réalisations, des pièces en fait qui ont été montées. Et Ondinoc, c'est donné pour mission en fait justement de réintroduire ce dialogue-là entre les cultures autochtones des Amériques. Puis donc, on a eu des pièces qui ont touché justement autant les cultures du Nord, inuit, que les cultures de la Terre de Feu ou du Guatemala. Alors ça, vraiment, c'est quelque chose qui caractérise le travail d'Ondinoc et qui en fait une compagnie théâtrale absolument unique, non seulement au Québec, non seulement au Canada, non seulement dans les Amériques, mais même au monde. Il faut quand même le dire. Oui. Ben, tu vois, on pourrait dire, parce qu'on est dans un moment où on se pose toutes sortes de questions par rapport à l'appropriation culturelle, par rapport tu sais, comment je dirais ça, tu sais, oui, tu sais, en fait, est-ce qu'on a le droit de s'intéresser à d'autres cultures que la nôtre? En fait, moi, je plaide pour une ouverture et non pas une fermeture. Dans mon cas, à moi, dans ma quête comme artiste et comme homme, comme être humain, disons que le choix s'est imposé pour moi, la nécessité de voyager, d'aller à la rencontre des autres est devenue, et d'apprendre des autres est devenu impératif. Pourquoi? Parce que nos cultures autochtones ici au Canada, pendant très longtemps, ont été l'objet d'une assimilation, d'une volonté d'extinction culturelle et donc ont été extrêmement fragmentés. Et de ça vient que chacune des cultures autochtones ou des civilisations autochtones qui comprennent ces cultures-là ont conservé des survivances, des vestiges précolombiens qui sont des fragments. Certaines mieux outillés que d'autres et pour des raisons de niche écologique ou de d'autres raisons historiques ont été plus protégés que d'autres et ont pu conserver des pratiques anciennes et surtout au niveau des formes de représentation. Je veux dire, que ce soit la danse, le théâtre, l'acteur ou le danseur, on parle de la même chose. Dans les pratiques ancestrales précolombiennes, la danse était aussi le lieu d'une grande chorégraphie, parfois qui présidait aux alliances entre les peuples ou qui présidait à toutes sortes de choses. Hein. On veut dire que ce soit au niveau de tous les rituels de passage importants, était aussi le lieu d'action théâtrale. Euh, de grandes continuités, je dirais, tu sais, ce que j'appelle les archétypes fondamentaux qui constituent les bases du langage de la représentation théâtrale véritablement autochtone. Là. Par exemple, à travers tous les peuples autochtones, la notion de rêve, on parlait d'Odino tantôt, mais le Odino, c'est aussi relié au rêve. Donc, la notion de rêve est extrêmement importante. Hein? Elle est partagée par presque tous les peuples autochtones. La même chose, quand on parle de rêve,
rapidement, on arrive à la notion de divination, c'est-à-dire de l'intuition, de laisser l'univers, Chamanique, ouais, c'est l'intuition ça, bon, chamanique. l'intuition chamanique, Oui, de laisser comment je dirais ça, de laisser l'univers, le cosmos, les animaux, les esprits, les ancêtres s'exprimer dans dans la réalité, au sein du collectif humain. Parce que on est quand on parle de mythologie, les mythologies énoncent ces liens, je disais, comment je dirais ça, qui fabriquent la psyché collective. Hein? Je veux dire, la mythologie, c'est ça, c'est ce qui sous-entend une connaissance qui est reconduite à travers des récits dans le collectif, dans la psyché. Donc, il tisse la psyché collective qui fait que qui fait qu'on se reconnaît. Hein? Le mythe nous est comme une matrice qui fonde notre appartenance collective. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, ça m'a posé toutes sortes de questions. Non seulement, je parlais de fragments dans les différentes cultures. Alors, moi, ça a été extrêmement important pour moi d'entreprendre une quête pour retrouver le plus de fragments possible pour essayer d'avoir une vision plus claire, éclairée de quelles sont les prémices de nos cultures. ouais, Sur quoi ma propre culture Wendat est fondée. Tu sais. Donc, la même chose pour la civilisation irokonienne en général. Donc, ouais, je me suis aperçu que, par exemple, la civilisation irokonienne qui s'exprime dans l'Amérique du Nord et au nord de l'Amérique du Nord jusqu'à Québec, Montréal, les Grands Lacs avec la présence des Irokoniens, que nous, on fait partie d'un ensemble beaucoup plus vaste que j'appelle l'axe du maïs et qui est totalement lié aux civilisations mésoaméricaines, précolombiennes, mésoaméricaines, bien et sûr. plus loin jusqu'au Chili. Tu sais, Bien sûr. le maïs comme plante s'est répandu à travers les cultures, à travers les hommes, par les hommes, puisque c'est une plante qu'on doit hybrider Oui, et que c'est les hommes qui le font. oui, Donc, c'est répandu à travers des milliers d'années du nord au sud. oui. Et a été comment je dirais ça, c'est la conceptualité, le maïs, c'est le soleil incarné, et donc c'est une conceptualité non pas religieuse, mais une conceptualité mythologique qui fonde de grandes civilisations sur des milliers d'années. On parle, tu sais, au Pérou, les vestiges archéologiques présentement, dans les avancées de l'archéologie, par exemple, on a trouvé des villes entières sous le sable qui n'avaient pas été découvertes. Et tout récemment, on parle des 20 dernières années, il y a des avancées énormes Ah, là, qui se font. ça, c'est clair. On Le, parle de le- villes qui ont 3-4 000 ans avant Jésus-Christ. Là. bien sûr, bien sûr. Ce que donc, je vais aller très rapidement là-dessus. Mon théâtre a été, j'ai peu à peu éclairé une façon de faire qui m'a amené à m'intéresser profondément à comment le théâtre, qui est une manifestation chamanique, qui est liée au chamanisme comme forme de représentation, comment le théâtre non occidental, qui est le nôtre, celui qui est autochtone, et donc comment on peut s'en servir, peut nous aider à reconstruire nos cultures. Oui, tout à fait. Et aussi comment je dirais ça, à nous reconstruire nous-mêmes dans notre personnalité comme être humain. Parce que le but de toute culture humaine sur la planète, c'est de faire des humains, c'est de faire des grands humains. On dit nous, Ongwe. OK, Hongwe, c'est comme Innu, Anishinaabe et bon, Kayapos, ça veut tout le temps dire fabriquer des humains. Ça veut tout le temps dire faire des grands humains. Ouais. Et ça, c'est une question fondamentale puisqu'on est à ce moment-ci dans l'humanité, dans un moment où on se déshumanise et qu'on doit se re-questionner sur qu'est-ce que c'est qu'être un humain.
En fait, oui, puis tu parlais disons, du legs, en fait, archéologique, là, archéologique d'un côté, puis mythologique de l'autre des cultures précolombiennes. Puis moi, j'ai le sentiment, mais en voyant qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et tout ça, qu'on est dans un moment de renaissance, en fait, donc des cultures autochtones, et puis que, en fait, le passé, il est pas tant derrière nous que devant nous. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, puis l'État, comme tu le mentionnais, l'État des recherches archéologiques à travers l'ensemble des Amériques nous révèle ça de plus en plus. Puis, évidemment aussi, la vitalité des cultures autochtones présentes, actuelles, dans cet effort-là de persister à être ce qu'elles sont, mais aussi dans cet effort-là de réappropriation, en fait, donc des traces de leur culture, fait en sorte que ça donne un contexte complètement nouveau pour appréhender ça. Puis, moi, personnellement, j'ai bien l'impression que, en fait, le 21e siècle va nous amener encore beaucoup plus loin dans ça. Beaucoup plus loin dans la connaissance, en fait, des cultures autochtones précolombiennes et beaucoup plus loin dans leur reconnaissance également. Maintenant, puis peut-être qu'on en parlera un peu tantôt aussi parce que c'est un point, je pense, aussi vraiment spectaculaire du travail d'Ondinoc, qui a été la mise en scène du seul texte précolombien théâtral qu'on connaisse, le Rabbi Lachi, et vous l'avez monté à Montréal en 2010. Peut-être on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tantôt, mais ça témoigne justement de tout cet effort-là de recherche puis de réappropriation, en fait, donc des cultures précolombiennes qui a été poursuivi par Ondinoc. Mais j'aimerais ça mettre l'accent sur quelque chose aussi que tu mentionnes dans ce même contexte-là, c'est qu'il ne s'agit pas d'un travail de folklorisation. Il s'agit, et tu l'as bien mentionné tantôt, d'un travail de transformation. Ça m'apparaît être tout aussi important, en fait. C'est-à-dire de présenter les choses de manière nouvelle, pas justement comme des artefacts qui sont laissés dans le passé puis morts un peu comme des choses qu'on découvrirait, mais plutôt comme des choses qui inspirent et qui inspirent des formes nouvelles, des formes vivantes. Je ne sais pas si tu peux un peu Oui. élaborer là-dessus. C'est ça. Donc, juste pour finir, Jean-François, avec ce que je suis en train de dire, c'est donc ce lien euh, pancontinental millénaire, multimillénaire des civilisations autochtones à travers les trois Amériques, pour moi, déjoue cette idée d'appropriation. Je veux dire, on doit partager pour se connaître. Ça m'apparaît essentiel. On doit apprendre des autres qui on est. Ça, moi, j'ai été obligé d'aller, je dis toujours, si tu n'as pas un grand-père qui t'apprend quelque chose, ben trouve-toi un autre grand-père ailleurs qui sait quelque chose, tu sais. Et ça m'apparaît absolument essentiel, tu sais. Et donc aujourd'hui, moi, ce que je dis à travers ce livre-là et à travers mon enseignement, je dis aux jeunes autochtones, ne restez pas enfermés dans ces réserves concentrationnaires dans lesquelles on vous dit, voilà ce que vous êtes. Non, non, vous êtes les Indiens d'Amérique. Vous êtes l'Amérique, vous êtes partout chez vous dans cette grande continentalité et dans ces grandes civilisations. Maintenant, ce que tu viens de dire par rapport au 21e siècle et à l'apparition, à la réapparition des artefacts archéologiques et donc qui témoignent de ces grandes cultures, ces grandes civilisations qui ont été avec la conquête et avec la destruction, puisqu'on va parler de ça un peu, la destruction, la tentative d'extinction des cultures autochtones, ou en tout cas de définir les Autochtones comme étant des sous-humains ou des esclaves quasiment, qu'on pouvait faire n'importe quoi avec nous, c'était la négation écoutez, dans les Amériques, c'est un des rares lieux au monde où on a détruit complètement tout le savoir. On a essayé d'exterminer le savoir, on a brûlé tout ce qui était littérature, on a détruit les artefacts, ou en tout cas, on les a amenés dans les grands musées occidentaux, en Europe ou ailleurs. On s'est approprié, ou en tout cas, on a capturer tout ce qui était possible et on en a fait des objets de savoir dans les grands musées occidentaux. Et ça contribuait à une pauvreté, un appauvrissement énorme de nos cultures autochtones. Maintenant, ce que tu dis, c'est qu'il y a étrangement,
tout ça revient à la surface, et plus encore avec le dynamisme de reconstruction culturelle dans lequel sont les peuples autochtones présentement. Il y a quelque chose là, il y a un rendez-vous là avec la mémoire dans le 21e siècle qui fait que le trésor de connaissances extraordinaires qui étaient ces grandes civilisations autochtones du même type que les Égyptiens ou que d'autres grandes civilisations à travers le monde, Oui. cette connaissance doit refaire surface. Elle n'est pas du passé. Dans la conception du temps autochtone qui est circulaire, le passé fait partie du présent et même définit l'avenir. Donc, ce réservoir, ce grand trésor de connaissances qu'on n'a pas mis à profit encore parce qu'on a été écrasé par les volontés coloniales. Je pense que les prochaines générations, les jeunes qui s'en viennent vont s'éveiller ils vont chercher à savoir qui on était avant la christianisation, qui on était avant les volontés d'assimilation. Et je me souviens d'une rencontre au Yukon avec plein d'aînés et de jeunes, et les jeunes nous ont dit, des jeunes, 19, 20 ans, 21 ans, nous ont dit, oui, OK, nous autres, ça nous fait mal quand on vous entend tout le temps parler de vos souffrances qui viennent des pensionnats, qui viennent de la dépossession et tout ça, etc. Mais on voudrait savoir qui on était avant. Et ça, pour moi, ça devient, l'avenir, c'est marcher vers son origine. Et c'est pas juste les Autochtones. Les Autochtones, comme bassin culturel qui contribue à l'humanité, comment je dirais ça? Nous, on contribue on va peut-être pouvoir contribuer en reconstruisant nos cultures, en se reliant au véritable fondement de nos cultures autochtones, participer à une redéfinition de l'humain, sa planète, tu sais, parce que les enjeux de survie planétaire sont énormes, là, et ils sont actuels. Là. Récemment, on parle tout le temps, tu sais, quand est-ce qu'on va arrêter de jeter du carbone dans l'atmosphère? Ben là, on dit, tu sais, regarde, 2030, 2040, tu sais, c'est le maximum. Là, passer ça, on étouffe. Fait que, on est rendu là. Et bon, c'est un exemple des choses. Mais tu m'as posé. En fait, moi, je voulais insister parce que ça me semble être vraiment ce que fait Ondinoc, ce qu'a fait Ondinoc, ce que tu as Oui, fait aussi, c'est-à-dire le théâtre de transformation. La de transformation. transformation, exact, oui. Ben, effectivement, tu sais, écoute, moi, à mon échelle, comme être humain, tu sais, je suis né au monde en 1951. Donc, tu sais, cette période dans laquelle moi j'ai vécu était une période véritablement de déconstruction, tu sais, comme j'ai dit tantôt, d'assimilation. Et donc, il a fallu comment je dirais ça, que je trouve, que je fasse mon chemin pour me retrouver moi-même et retrouver mes ancêtres à travers moi. Oui. Donc, quand je parle de transformation du corps de l'acteur, et là, on rentre vraiment, vraiment dans comment je pense le théâtre et comment je crois que le théâtre amérindien, où est-ce que le théâtre amérindien nous amène dans son exécution, oui, dans sa, tu sais, le théâtre, c'est l'art de la présence. Je suis pas tout seul à dire ça, même Ariane Mouchkine dit ça. Mais tu vois, c'est l'art qui rend présent à nouveau. On est présent à nouveau. Donc, il y a tout ce concept de temps circulaire où rien n'est passé. Tout est encore à l'intérieur de nous, au sens que la transmission est génétique et, comment je dirais ça, de notre appartenance, biologiquement, elle est dans notre squelette, dans nos os. Et dans nos conceptions anciennes, les os, ceux de nos ancêtres et ceux des animaux qui sont aussi des parents, c'était très important pour nos ancêtres. Très, très important parce que dans les os, dans la moelle des os où se fabrique le sang, il y avait Loki. Hein? Loki, l'esprit, l'essence. Ce que Odino révèle. Hein?
Ce qui est à l'intérieur et qui t'habite, c'est tous ceux qui étaient avant toi. Et il n'y a pas de rupture à ça. Tu sais, c'est assez fascinant. Écoute, on va revenir à l'archéologie. On trouve une tombe dans les côtes du Pérou qui date de 3000 ans. Les tissus ont été conservés à cause du climat qui est très, très sec. Et dans les os de ce personnage momifié, on va trouver l'ADN et on va être capable de savoir de quoi elle est morte, qui elle était. Tu sais, c'est fascinant. Alors, les os qui sont, en fait, la terre est la mémoire de tout. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que elle a gardé cette mémoire-là. Et cette mémoire-là, elle est vraie. Elle situe une véritable histoire, une véritable. Et donc, pour moi, comme acteur, quand on travaille avec les acteurs qui m'accompagnent dans mes quêtes et mes recherches, qui plongent dans la mythologie, si tu veux, comme par exemple quand on a fait, je vais revenir au Rabina Lachi, mais quand on a fait en 99 au Festival des Amériques, Iwishkea et Tawishkaron, Eshgea ou Yushkea ou Teshka, ça dépend des différentes mythologies, comment on interprète la mythologie. Mais pour moi, on travaillait sur le mythe de création du monde iroquoien, et on travaillait sur nos ancêtres. Et c'était un théâtre de transformation. Chacun de nous engagé dans ce dialogue avec ses ancêtres à travers un questionnement de la mythologie fondamentale, fondatrice, cette matrice que je parlais tout à l'heure, cette matrice de la psyché collective irokonienne. On s'est interrogé, tu vois, on est allé très, très loin dans l'idée de transformation, puisqu'on reprenait contact d'une façon consciente avec nos ancêtres et on les laissait parler à travers nous. Ça, c'est la démarche créatrice, c'est la démarche comment dire ça, pour arriver à un état de jeu qui permet au corps de l'acteur de se transformer sur scène. Ce qui est fascinant pour l'acteur, et dans ce sens-là qu'on se relie au chamanisme, c'est que l'acteur, la personne, moi, quand je deviens personnage, je ne suis plus uniquement moi, je suis aussi quelqu'un d'autre. Et ce dédoublement conscient, cette capacité de me relier à mon origine profonde et à celui que je manifeste, et d'en avoir conscience instantanément au moment que je suis sur scène, ça amène une transformation. Ça amène une transformation visible. C'est plus uniquement Yves qui est là, mais il y a un autre corps. Il y a un corps, comment je dirais ça, que la caméra peut pas voir, mais que le rendez-vous, la rencontre qui est toujours le théâtre, la rencontre de l'acteur avec son personnage et de le spectateur qui en est témoin, devient une expérience duquel se dégage un invisible qui devient visible et qu'on ne peut que percevoir que dans cette présence-là. Et c'est ça que j'appelle ce grand lien que le chamanisme, c'est ce dédoublement qui amène à la transformation du corps. C'est sûr que quand on entreprend année après année ou pendant des mois une démarche, une quête de cette nature-là, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de mécanismes qui se passent au niveau physiologique, au niveau psychologique, qui fait que tu te transformes. Tu n'es plus le même. Tu sais, quand on pratique pendant 6-7 heures par jour, à travers une démarche qui nous met, nous, chez Ondina, on travaille avec des pierres, par exemple, tu sais, des pierres qui nous aident à rêver d'une façon éveillée, et non pas juste les rêves du sommeil, mais une façon éveillée qui nous permet de voyager à travers nos rêves et de retenir des éléments qui nous permettent comment je dirais ça, d'aller plus loin quand on rentre sur scène avec nos personnages. C'est comme si déjà il y avait un paysage où il y avait des choses qui nous ont été montrées dans les rêves, qui nous ont été dites ou qu'on a vécu dans les rêves, qui nous permettent d'aller dans un autre état de jeu, dans une autre façon d'interpréter, si tu veux, d'être sur scène. Moi, je suis de plus en plus, tu sais, après toutes ces démarches, après toutes ces années, j'en suis venu à l'idée d'un théâtre qui n'a pas à être, on n'a pas à construire des personnages.
On n'a pas à faire comme dans le théâtre occidental où on a une démarche beaucoup plus psychologique, où on va analyser la psychologie du personnage et définir des attitudes, tu sais, comment il marche, comment il s'assoit, quel âge il a, c'était quoi son passé. Oui, tout ça est intéressant, mais ce qui est encore plus fascinant, c'est l'arrivée sur scène d'un être qu'on ne connaît pas. La découverte. La découverte d'un autre monde, Ah d'un ouais. autre langage, d'une autre présence. Et ça, pour moi, c'est ça le grand théâtre. Et je dis que présentement, peut-être qu'on a besoin d'un grand théâtre comme dans ce moment de l'humanité, à ce moment dans lequel on est dans l'humanité, où qu'on est fragilisé, où qu'on est extrêmement fragmenté et qu'on est dans la virtualité constante. La présence devient un lieu de potentialité, de transformation de notre façon de percevoir les choses. Ouais. Et tu parles de ça, tu parles de, disons, des dimensions à la limite inconscientes de la création, en allant du côté du rêve, en allant du côté de la divination, en allant du côté du chamanisme et tout ça. Mais j'ai l'impression aussi que c'est un effort poétique. Il y a dans ton livre d'ailleurs, évidemment, il y a des inserts, des poèmes que tu as que tu écrit, évidemment, que tu as créé. Puis dans ça, on retrouve ce dont tu nous parles, en fait, ici, mais incarné dans des mots. J'ai envie presque de citer un court poème qui s'appelle L'hiver aztèque, qu'on trouve dans le livre, puis qui me semble renvoyer justement à tout ce que tu évoques comme ça. Ça va comme suit. L'hiver aztèque, terre rouge anciennement redessinée, où les Andes menées par les flûtes et les tambours, les fenêtres linéaires heurtées de silence, une lumière qui tombe vers le nord. Oui, tu vois. J'ai l'impression que là, tu sais, on saisit qu'est-ce qu'il y a dans cette idée-là d'autochtonie continentale, puis en même temps d'actualisation dans le contexte de ta propre création poétique, parce que le théâtre, c'est aussi de la poésie, en fait, puis qui nous amène vers justement cette espèce de parcours-là que tu as fait, en fait, au travers des plus que 35 ans, là, mais des 35 dernières années. Là. Oui, tu vois, tu sais, tantôt tu parlais du rabbinat Lachi. On va faire des ponts avec l'hiver aztèque et Péruve-Labrique, anciennement redessiné, tu vois, anciennement redessiné. Tu sais, c'est quand même fabuleux, c'est-à-dire, c'est ça la poésie. La poésie nous permet ce court-circuitage, et une tentative, parce que l'art pour moi est toujours une tentative, et donc la poésie aussi est ce lieu d'une tentative de renommer le monde, de redéfinir une nouvelle façon de percevoir, comme j'essayais de dire tout à l'heure. Et le théâtre, c'est un des médiums les plus puissants à ce niveau-là. Et donc, la poésie, les mots, parce que je parlais de la présence. Donc, la présence est comme un premier niveau, mais après ça, parler, c'est extrêmement exigeant, parler. Bien Les sûr. mots sont extrêmement exigeants. Donc, anciennement redessiné, qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on cherche à dire? Tu sais? Mais on cherche une énergie nouvelle. On cherche dans cet anciennement redessiné, c'est qu'on redécouvre ce qui, hein, on peut dire, on pourrait interpréter, on redécouvre ce qui était là, tu sais, mais on le réactualise. Donc, pour moi, c'est ça, tu vois. Quand on a travaillé, par exemple, tu sais, c'est sûr qu'Ondinak on a fait plusieurs types de théâtralité. On ne s'est pas resté uniquement ancré dans cette théâtralité qui était la quête chamanique d'un dédoublement et d'une transformation. Ça, c'est devenu, comment je dirais ça, l'articulation principale de comment on en arrive à jouer au théâtre. Par contre, à côté de ça, j'ai fait un théâtre aussi qui était parfois critique ou qui était parfois Bien très, sûr. qui dénonçait certaines situations politiques ou tu sais,
voilà, tu sais, donc, Polémique, alors, polémique, à certains voilà, moments, polémique, oui, c'est tout à ça. fait. Et, Et justement polémique, en fait. C'est-à-dire, parce qu'il fallait le faire. oui, il fallait le C'était faire. vraiment quelque chose qui était inscrit dans la manière par laquelle il pouvait y avoir une réaffirmation de l'expression autochtone. Oui, tu vois, je C'est veux dire, bon, on saute tout le temps par-dessus Rabina Hachi, mais en tout cas, on y reviendra tantôt. Mais ce que je veux d'accord. dire, non, c'est important parce que le théâtre qu'on a fait, et pas seulement, quand je dis, c'est un théâtre aussi politique ou en tout cas social, critique sociale ou une critique, parce que dans le monde autochtone, malheureusement, il y a un grand déficit de vision critique sur tout, sur l'art, sur la société et sur le politique. Et donc, on est un peu une société, des sociétés unidimensionnelles, unidimensionnalisées par l'absence d'un discours sur soi. Et ça, c'est extrêmement important pour moi, comme créateur, d'avoir osé parfois dénoncer des attitudes ou des situations, si tu veux, qui nous concernent, nous, les Autochtones, au premier niveau, tu sais, dans notre propre dérive, souvent politique ou sociale. Ne serait-ce que c'est, par exemple, quand on a fait Wooloostook, qui était un texte qui mettait en scène un chef autochtone qui trahit sa propre famille et son peuple parce qu'il négocie qu'une compagnie forestière et obtient un arrangement particulier monétaire. Donc, une espèce de niveau de corruption, mais c'était surtout la tragédie interne d'un monde qui cherche à se reconstruire et dont les utopies et les idéaux sont dissous par une contingence économique. Tu sais. Donc, j'ai fait la même chose un peu, une espèce d'avertissement, je dirais, prophétique, on pourrait dire. Non, mais avec le film Mesnac que j'ai fait en 2010, en même temps que la Rabina Alachi, tu vois, je travaillais sur deux niveaux. C'était un moment de création extrêmement important pour moi. Je travaillais sur deux choses totalement, deux objets totalement différents. Un grand texte précolombien préservé depuis la conquête espagnole par les Mayas Quiché, les Mayas Rabinaleb du Guatemala, avec qui j'ai travaillé sur scène. Hein, je les ai amenés à Oui, Montréal, on oui, a collaboré ensemble. oui. Et en même temps, je faisais un premier long-métrage de fiction avec les Inuits de la Côte-Nord, mes amis de Maliotenam, sur une fiction euh, qui s'appelle Mesnac, qui veut dire Mesnac et Messinac, qui est un des grands esprits de la Kusapasigan, de la Tente Tremblante, qui est un esprit qui représente dans le film tu vois, toute la tradition, toute la conception chamanique du territoire et du lien avec les animaux, qui est abandonnée par encore une fois, les contingences objectives de dire, ben là, on doit composer avec la compagnie de bois, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut rentrer dans la modernité et sacrifier qui on est. Et ça a été, écoute, intellectuellement, ça a été deux grands projets. J'ai travaillé avec des gens fabuleux dans ces deux projets-là, mais ça donne un exemple que mes préoccupations sont pas uniquement, comment je dirais ça, philosophiques et spirituelles, mais sont aussi, ils se relient, si tu veux, d'un l'un à l'autre, mais sont aussi pragmatiques, c'est-à-dire par rapport à ma société, par rapport aux sociétés autochtones, par rapport Oui, à qui je suis, à tout à mon fait. peuple et aux autres peuples, dire, attention là, c'est bien beau obtenir des redevances d'Hydro-Québec, de ci, de ça, mais est-ce qu'on peut penser un peu à qui on va être dans 50 ans? Oui, oui. Et si on sacrifie euh, euh, les liens multimillénaires qui nous relient à nos propres et qui fondent nos propres cultures, ben on donne pas cher. Moi, je donne pas cher de notre peau. Là, on sera effectivement obligé d'aller dans les musées pour voir qui on était. Ouais, Tu sais, ouais. Moi, oui, voilà. tout à fait. Moi, je pense que, évidemment, toute ton expression a une propension, mais même une dimension, en fait, politique qui est explicite. Que ce soit par rapport, disons, à des cultures précolombiennes ou à des situations autochtones contemporaines, à mon avis, il y a
il y a un lien politique là, qui unit l'ensemble de ces choses-là. Puis peut-être que je me risquerais à citer encore, c'est un poème, mais en fait qui donne le ton justement de ces revendications-là, qui passe à travers toute ton aventure de création. C'est un texte qui s'appelle Persister à être amérindien, qu'on trouve aussi dans le livre. Puis je vais le lire. C'est un très beau texte à mon avis, mais qui éclaire ça de façon assez intéressante. Persister à être amérindien, c'est ressentir intimement la volonté de l'extinction par le vertige d'être encore là. Persister à être amérindien, hors de ses origines, hors de son mode de vie, hors de sa langue, hors de son peuple, hors de son histoire, coupé de ses ancêtres, hors de son territoire, coupé de sa famille, hors de l'artifice du folklore, hors des seconds rôles, hors de l'annonce publicitaire, du bois de velours, des Pontiac Winnebago, des Jeep Cherokee, des Medicine Man New Age, hors de la morale, hors du catholicisme, hors normes, hors de tout confort, hors des réserves, qui demain seront les nouvelles banlieues d'un monde devenu définitif. Pour être encore amérindien, il faudra peut-être perdre le Nord pour acquérir de nouveau le pouvoir du don. Ben, je veux dire, ça a des échos, en tout cas, ça a des échos, ça, de refus global, tu vois, Ouais. pratiquement. Pour moi, en tout cas, c'est aussi percutant, justement, que quelque chose comme le refus global. Ton expression, c'est un manifeste artistique. Oui, ben, tant mieux. Tant mieux, parce on a besoin de manifester, on a besoin de manifester, on a besoin Bien sûr, de pas être juste les bons Indiens, tu sais. On a bien sûr. besoin d'être, comment je te dirais ça, d'être dissident, même de ce que l'on pense être, tu sais. C'est-à-dire, il faut oser, euh, 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 comment je dirais ça, de se regarder véritablement dans le miroir, là, tu sais, puis de dire où en sommes-nous, là. Tu parlais tu sais, je cite, je dis le pouvoir du don. Oui, pourquoi? Parce que, veut dire, effectivement, perdre le Nord, c'était, souvenez-vous que du plan Nord, tu sais, on est en train de le perdre de toute façon, tu sais, par les minières et tout ça, etc. Mais perdre le Nord, c'est surtout, pour moi, perdre la grande spiritualité qui découle, qui appartient en propre au peuple tu sais, Innu et Nashkapi, Cri, etc., qui était lié à un animal pourvoyeur de spiritualité, de culture, qui est le caribou. Hein? Et le caribou est en voie d'extinction. Il en reste quelques 100 000 là, dans le Grand Nord, alors qu'il y a quelques années, c'était le plus gros troupeau au monde d'animaux libres. Et voilà. Qu'est-ce qu'on se propose pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on propose aux jeunes qui sont derrière nous? Est-ce que si on perd le pouvoir de se rêver, le pouvoir du don, c'est-à-dire le pouvoir sur lequel étaient fondées nos cultures autochtones dans les échanges et tout ça, le don, c'est quelque chose que l'on a aussi intrinsèquement, dont on hérite, le don, tu sais, le talent, la capacité visionnaire. Et si on cultive plus nos capacités visionnaires, quel sera notre devenir? Alors, c'est ça pour moi qui est extrêmement important. Et à transmettre, tu sais, on parlait du rêve, du pouvoir du don, tu sais. On a glissé sur l'adoption, tu sais, l'adoption Ouais. qui était un mécanisme extrêmement important entre les nations autochtones. Pour revenir, je dis là, parce que je vois que le temps fuit, je vais dire deux mots sur Rabina Lachi. Mais On va oui, en parler. il faut, bien sûr, ben, peut-être qu'on n'aura pas le temps d'en parler en détail, mais il faut Non, quand non. même dire que on est en train de travailler justement sur un livre qui porte sur la production d'Ondinoc de 2010 du Rabbi Lachi à Montréal, et que ce livre-là va être normalement disponible au printemps. Donc, sans doute qu'on va avoir l'occasion d'en parler beaucoup plus en détail au moment de la sortie du livre. Mais vas-y, je te laisse la parole. Oui, ben, juste dire qu'on est toujours en contact avec nos amis Maya, Rabinaleb, dans les vallées du Bayou Verapaz au Guatemala. Et comme j'ai
je suis toujours en contact avec les Autochtones à travers les trois Amériques, mes amis acteurs et artistes du Pérou, du Chili, de Bolivie, etc. Aujourd'hui même, je pense qu'on annonçait qu'il y avait une première ministre de la décolonisation qui a été élue autochtone, qui a été élue au Pérou ou en Bolivie. Donc, ici, il y a des pas immenses à faire sur le plan politique. Il y a des pas immenses à faire sur le plan de l'expression artistique. Bravo pour le Salon du livre autochtone, qui est un outil essentiel pour l'avancement des Autochtones, mais aussi pour ce dialogue qu'on a de plus en plus de besoin à l'échelle de l'humanité. Et donc, c'est avec les Québécois, avec les Canadiens, avec tout le monde, que de cette petite voix qui est la nôtre, parce qu'on est peu, doit grandir dans sa présence à travers la société de telle façon que on puisse véritablement partager un devenir de l'humanité qui nous permettra à tous d'être plus humains, c'est-à-dire de se redéfinir comme être humain. Ouais. L'humanité n'est pas là une fois pour toutes. On a vu à travers l'histoire des déshumanisations. La dernière guerre étant, le nazisme étant un exemple le plus frappant, mais c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire. Donc, on a ce risque devant nous sur de nouvelles formes d'oublier qui on est comme être humain. Voilà. Bon. Ben, en fait, tu parlais de dons tantôt, puis je trouvais quand même que c'était tout à fait à propos pour l'échange qu'on a en ce moment, parce que le don, c'est un peu aussi le contraire de l'accumulation. Tu sais, on est une société qui mise beaucoup sur l'accumulation des richesses et tout ça, puis ça, c'est profondément, on pourrait dire, contradictoire avec l'idée du don, cette idée-là qu'on trouvait justement dans le contexte des sociétés autochtones, précolombiennes en particulier, dans certaines cultures où c'était vraiment l'idée non pas d'accumuler, mais plutôt justement de donner. C'est pas partout pareil, évidemment, il y avait des différences. Justement, dans les sociétés plus stratifiées, plus hiérarchisées, il devait y avoir quand même des modalités qui n'étaient pas tout à fait celles-là. Mais ce que je retrouve en fait dans ta propre expression, puis dans ta présence, surtout aujourd'hui, c'est l'extraordinaire générosité du don. C'est-à-dire cette capacité de donner dont tu fais preuve, puis cette capacité de se donner aussi dont tu fais preuve. Puis ça, pour moi, ben évidemment, je pense que ça a pas mal été un peu le déclencheur d'une amitié qui se poursuit, là, dans ce sens, et qui va se poursuivre encore, évidemment. Je pense encore pendant quelques années à travers des projets qu'on a, entre autres des projets d'édition et tout ça. Fait que je pense que même si on n'a certainement pas épuisé le sujet aujourd'hui, on voit la prolixité de ton discours et ta verve extrêmement intéressante. On va être obligé, je pense, de s'arrêter Ouais, dans quelques minutes parce qu'on va, de toute façon, on pourrait continuer comme ça, comme autour d'un feu, en fait, jusqu'à parler presque toute la nuit. Mais je pense on est un petit peu coincé par les limites de temps. Donc, ben, il va me rester, en fait, à te remercier, tout simplement, pour l'entretien que tu as accepté de faire aujourd'hui. Puis ben, je vais inviter, en terminant, évidemment, les gens à te lire parce que c'est important aussi, je pense. Voilà, c'est ça, je remonte le livre à l'écran comme ça, là. C'est un livre qui est extrêmement intéressant à plein de niveaux. Je pense que tu nous en as donné une bonne idée aujourd'hui par tes propos. Ouais, ben merci Jean-François Yawang. Et c'est ça, on n'a pas épuisé le sujet, ça c'est clair. C'est clair. Et bon, ce livre est aussi un portrait d'un discours sur l'art. Hein. C'est un discours sur l'art, et pas seulement sur l'art, sur plein de choses, sur les 35 dernières années, ce qui est très, très rare dans le milieu autochtone francophone, d'avoir parfois des écrits théoriques et polémiques et poétiques. C'est un objet, le livre est un objet rare, un objet audacieux. Donc, Tout à fait. je pense qu'il faut le lire. Tout à fait.
Hey, je pense qu'on a-tu fait notre... c'est pas trop, là. Je pense on dépasse un peu notre horaire. Ouais, Je hein, sais c'est ça. pas, vu qu'on est dans le contexte du Salon du Livre, il y a peut-être des questions qui vont nous être adressées. Je sais pas. Ouais, On a accès à un chat, là. J'en vois pas présentement, mais non, c'est ça. il y a- donc on pourra pas répondre à des questions. C'est bon, c'est bon. OK, ben, je ne sais pas ce qu'est notre Alexis. Moi, j'étais de midi et 4. Il me semble qu'on avait une heure. Pas de D'accord. questions. Non, OK, je pas de pense questions. ouais, on a dépassé notre limite, mais bon, Bon, on se dit bye et c'est terminé. C'est ce que j'ai comme je pense qu'on consigne. a On se compris, dit bye. hein? OK, Oui. ben écoute, Jean-François, Bye merci. bye. Merci à toi. Au